Badr, écoute, merci de nous accueillir chez toi, ici à Casablanca, dans ton bureau. Welcome. C'est un plaisir, c'était une belle semaine ici à Casablanca qui se termine parfaitement avec toi. On s'est rencontrés il y a 2-3 jours et puis on s'est dit que why not. Du coup, je suis venu te voir. Alors, comme le veut la tradition sur ce podcast, je ne vais pas trop te questionner maintenant. On va laisser un peu de suspense, on va peut-être juste dire que tu es entrepreneur et que tu fréquentes un peu l'IA ici à Casablanca. Mais on va d'abord entrer dans le vif du sujet. Je vais t'interroger un peu selon le modèle traditionnel de ce podcast. D'abord comme si j'étais un petit enfant de 6-7 ans. Et on se connaît pas bien encore, donc ce sera peut-être une occasion de savoir si tu as des enfants, etc. Et puis, et bon, voilà, ça y est, on a un bout de réponse. Et puis ensuite, comme si j'étais un de tes stagiaires, enfin un stagiaire de manière générale, quelque part entre 18 et 20 ans. Et puis un ou une patronne de chef d'entreprise, plutôt de 45-50 ans dans ces eaux-là. L'idée c'est que tu essaies de me répondre à ça de manière assez itérative. Tu as compris que le premier step c'est assez pédagogue. Le deuxième step il est intéressant en général 18-20 ans parce que au final il est peut-être plus dans le game que toi ou moi. Et puis le troisième tu verras, mais je jouerai un rôle si besoin pour t'alimenter. Du coup la question que je vais te poser aujourd'hui, je voudrais savoir si finalement l'intelligence artificielle s'est déjà immiscée dans nos quotidiens, et je dirais même plus dans le quotidien de monsieur et madame tout le monde, et pourquoi pas avec une petite projection au Maroc, ici. Voilà, donc j'ai 6-7 ans et je te rencontre et je te dis toi qui travailles dans l'intelligence artificielle, finalement est-ce qu'elle est déjà dans nos vies de tous les jours? C'est un enfant très très perspicace qui va poser cette question. Oui, il est déjà dans nos vies de tous les jours. Je pense que pour un enfant de 6-7 ans, la réponse doit être la plus visuelle possible. C'est-à-dire, je pense qu'il doit toucher à la chose pour comprendre. Enfant de 6-7 ans, souvent à cet âge-là, donc on commence à apprendre à lire, à lire des petites histoires, etc. Donc je pense que la chose la plus intéressante, ce serait de utiliser un chat GPT ou Perplexity ou autre pour s'amuser à peut-être inventer, écrire une histoire avec cet enfant et lui montrer comment, plutôt que de relire la même histoire tous les soirs, il peut peut-être en inventer une tous les soirs et essayer d'imager peut-être sa journée à l'école, cette journée-là, comment est-ce qu'elle s'est passée, et puis la rendre un peu plus en mode un peu plus aventurière. Et voilà, donc utiliser l'IA pour deux choses, pour rédiger pour cet enfant-là, et pour aussi imaginer des visuels, imaginer la rendre un peu plus en mode super-héros, en mode aventure plus intéressante. Donc je pense que oui, donc l'IA est déjà est là tous les jours, et typiquement pour pouvoir te lire une histoire tous les soirs avant d'aller t'endormir. Si on se met dans les baskets des parents, alors j'imagine que déjà les parents se battent avec les écrans, peut-être que tous les parents n'ont pas envie d'inciter leurs enfants à aller devant GPT, mais ceux qui ont envie de faire ce pas-là, c'est un bon premier pas en effet. Et pour l'enrichir un peu, l'apprendre d'un autre angle, finalement les LLM et du coup ChatGPT, c'est je pense l'usage qu'on connaît le plus aujourd'hui. Ce petit enfant il te demande oui, mais est-ce que y a des objets de ma vie de tous les jours où elle est déjà là, l'intelligence artificielle, sans que je m'en rende compte? Probablement, parce que effectivement, même si on essaye que les enfants évitent les écrans, ils voient quand même des téléphones, des télés. Donc aujourd'hui, tous les téléphones, on voit les derniers Samsung qui sont sortis, Google aussi, Apple. Le marketing est fait autour de l'IA, donc ça c'est le principal objet on a l'IA au quotidien. On a de plus en plus de maisons connectées, donc je pense que les enfants très rapidement vont discuter avec un Siri ou un Gemini Google Home sans forcément savoir si c'est une personne derrière qui répond ou pas. Donc oui, l'IA est déjà là dans tous les quotidiens, c'est quelque chose qui va t'aider à allumer la lumière dans la cuisine, dans ta chambre, qui va de manière tamiser la lumière le soir pour que tu n'aies pas peur si tu as fait un cauchemar. Donc il va être là, qui va obéir à tes ordres pour réaliser une action.
des actions générales assez... qu'elle va pas faire ce que fait papa ou maman, mais plutôt, par exemple, va pas te cuisiner ton dîner le soir, mais peut te raconter une histoire, peut t'aider à t'endormir, peut t'allumer la lumière, peut t'allumer la télé, te mettre tes dessins animés. Donc être là pour te simplifier la vie quotidienne. Ok, top. Donc, on s'en doutait un peu, mais cet enfant, à sa question, tu répondrais que oui. Oui. Ok. De 0 à l'infini, ouais. On dira que oui, aujourd'hui, c'est dans la vie du quotidien. Et alors, du coup, notre ado stagiaire, enfin ado, chaque fois je dis ado, mais un stagiaire quand il a 18 ans, 20 ans, même un peu plus quand il arrive dans ta boîte, il est plus adolescent. Donc ce jeune actif qui arriverait à travailler, qui arriverait dans une boîte, la question c'est pas tellement est-ce que, parce que là ça devient assez évident, surtout qu'a priori c'est quand même emparé du digital, encore une fois peut-être plus facilement et plus rapidement que nous, voire peut-être même plus que nous tout court. Mais j'ai envie de projeter un peu plus loin là, et on va commencer à faire doucement le lien avec ton activité. Ma question c'est plutôt dans des usages ou auprès de populations auxquelles on s'y attend pas. Est-ce que l'intelligence artificielle elle est déjà là dans plus de use cases que ce qu'on s'imagine? Si je reprends un petit peu ce que tu m'as dit avant, et puis sur ce podcast on en traite à chaque épisode, donc LLM, maintenant on en parle tout le temps, c'est d'une évidence. Téléphone, GPS, tous ces trucs là, ça commence à être assez évident pour tous. Mais moi ce que je me demande aujourd'hui, si je suis celui-là, que je suis un peu provoque, je vais dire ok t'es mignon avec GPT, je connais déjà, super, très bien, merci, top. Mais ton IA elle va peut-être pas m'aider à construire des maisons, ou je sais pas moi, ou autre chose. Ou à pêcher du poisson, ou à faire du pain, tu vois. C'est là où du coup on va changer de discours. On était plutôt sur un discours tout à l'heure où on va montrer des exemples un peu concrets qu'un enfant peut comprendre. Avec quelqu'un de plus âgé, comme on va dire stagiaire, c'est quelqu'un où tu es encore en formation. Donc là, il faut tourner le discours sur un peu plus en passé pour se former, pour réaliser des objectifs, on va dire, plus professionnels. Et là, en fait, c'est pas qu'est-ce que je peux faire avec l'IA, c'est qu'est-ce que je veux faire et comment l'IA va m'aider à le faire. On va changer donc quand je vais parler à une personne de cet âge-là, c'est plutôt par rapport à... Parce que déjà, elle a un objectif professionnel qui est un peu clair. Sinon, d'ailleurs, on peut s'appuyer sur les LLM pour nous aider à brainstormer, premier moyen d'utilisation. Mais derrière, c'est surtout, je suis en train de monter en compétence sur un sujet X. C'est là où l'IA peut rentrer m'aider à me former. Enfin, aujourd'hui, le gros changement de paradigme par rapport, je pense, à nous quand on était adolescents, en école, etc., c'est que on était nous plutôt dans une phase d'apprentissage réceptive, dans le sens où c'était, on allait à l'école pour que le prof nous donne de l'information. Aujourd'hui, l'information est everywhere, disponible. Donc un jeune, un ado, etc., doit plutôt savoir comment rechercher l'information, comment y accéder. Ouais. Et donc là, tout le nouveau rôle de comment j'utilise l'IA pour accéder à l'information. Parce qu'au final, l'IA, c'est juste de la donnée structurée que je peux récupérer. Donc ces données-là, comment j'y accède par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc savoir ce que je cherche et savoir du coup le rechercher. Je pense que c'est plus ça le message à faire passer, à faire comprendre. Et si on sort de lui là, je sais pas, par exemple là, donc on est à Casablanca, imaginons qu'on sorte d'ici et qu'on aille dans une zone un peu plus rurale, où a priori les gens sont pas très informatisés, où on a un attrait moindre que pour nous dans les grandes villes pour la tech, l'intelligence artificielle. Est-ce que ces personnes-là, peut-être sans s'en rendre compte, sont déjà confrontées à l'IA dans leur quotidien, dans leurs mains, dans ces choses-là, même si elles vont pas sur GPT et sur Google toute la journée? Mais en fait, elles vont aller sur... moi j'ai déjà vu
Des gens plutôt rurales, utilisaient leur téléphone différemment de nous. Typiquement, c'est souvent des gens un peu moins alphabètes. Et qui, sur Google, il y a la fonction vocale de la recherche. Je pense qu'on l'utilise nous très très rarement. Et pourtant, je les vois du coup faire des recherches sur Google par la voix. Là, c'est du speech to text. Typiquement, voici une façon d'utiliser la techno. Tu me dis que si je vais dans une zone plus rurale, au Maroc ou n'importe où, puisqu'on est sur le continent africain en Afrique, c'est peut-être à la limite des trucs auxquels on va être moins confronté en Europe parce que a priori le taux d'alphabétisation est plus élevé. Des personnes qui vont être moins alphabétisées, donc pour qui ce serait plus compliqué de taper une recherche Google ou LLM ou GPT ou autre, vont le faire maintenant grâce aux fonctions vocales. Exactement. En fait, le vocal, là, quand on va aller dans des zones plus rurales, moins technologiques, on sera beaucoup plus mobile first et voice first. Et du coup, ça implique un comportement utilisateur totalement différent de ceux auxquels on est habitué, ceux pour lesquels en général on conçoit nos produits avec une vision occidentale, etc. C'est vrai qu'on s'en rend moins compte. Enfin, moi, donc on vit à Barcelone, The Tech Nation est installé à Barcelone, et puis ça devine facilement sur ce podcast. On est francophone. D'ailleurs, j'oublie chaque fois de l'annoncer au début, mais tu seras grâce au miracle de l'IA, où tu es aussi en train de parler anglais là, tu t'en rends pas compte, mais on va passer nos voix dans le moulinette Eleven Labs et on rendra audible ce podcast également en anglais. Donc s'il y a des anglicismes, fais gaffe parce que c'est là, c'est ce moment-là où Eleven Labs t'attribue un accent. Ok, non mais donc ça c'est hyper intéressant. Justement j'avais un peu envie de te parler de tech au Maroc pour sortir un peu de mon quotidien européen. Nous on n'a pas trop ce use case là. Enfin on l'a mais en fait c'est plutôt une question de génération. Le côté vocal c'est plutôt, t'as raison. Moi quand je vois des gens plus jeunes que moi maintenant, nos fameux Gen Z, le vocal sur WhatsApp c'est devenu plus normal que le texte WhatsApp. Mais je suis un peu mis au passage. Mais j'avais jamais imaginé. Et je trouve ça génial, le fait que ça rende accessible plein de choses à des gens qui sont moins alphabétisés. Des recherches YouTube, etc. Les gens le font avec le vocal. Alors que typiquement YouTube, j'ai jamais recherché une vidéo en mode vocal. Ouais. Même. En fait, c'est une façon plus facile de taper des choses. Trop bien. Ouais. Du coup, c'est quoi, on va y aller. Alors, on va aller sur ce CEO et on va peut-être commencer un peu à faire le lien avec ta boîte. Mais du coup, je suis le directeur ou la directrice d'une usine, je sais pas, une usine d'assemblage ou de confection au Maroc. Donc moi, je travaille avec, j'ai des contremaîtres, j'ai des ingénieurs, mais j'ai surtout beaucoup d'ouvriers. C'est assez peu automatisé dans l'usine, on a quelques trucs qui fonctionnent avec l'informatique, mais on conçoit en fabrique, donc c'est quand même très à la main. Et si toi, Badr, tu viens me voir et que tu viens me parler d'IA, je vais avoir envie de t'envoyer promener, puis je vais te dire, t'es mignon, mais nous on bosse avec nos machines, quoi, nos perceuses, nos machines à coudre, j'en sais rien, que sais-je. Et à la limite, je vais même te provoquer en te disant celle-là, elle date des années 50 et c'est ma meilleure, c'est celle qui marche le mieux, donc viens pas m'embêter avec ton intelligence artificielle, ça ne va pas changer mon quotidien, ça ne va pas changer mon business et ça va encore moins changer le quotidien de ces gens qui sont dans mon usine parce que j'ai pas envie qu'ils se fassent piquer leur boulot. Qu'est-ce que tu me répondrais ? Déjà que l'intelligence artificielle, ça date aussi des années 50, donc peut-être que c'est aussi bien que la fameuse machine qui marche très bien. Mais là, on est sur un CEO qui, du coup, plutôt n'est pas forcément tech-savvy, plutôt dans l'industrie réelle, dans l'industrie de service. Deux approches. On peut avoir l'approche consultant, donc un peu top-down, et de se dire, ok, c'est une usine qui produit, donc on va voir la chaîne de valeur, on a toutes les étapes de production, et après on va voir les étapes de marketing, de vente et de service, et de se dire, ok, sur chacune de ces étapes-là, quels sont les différents process, quelles sont les différentes capacités qu'on a dans la boîte, et pour chacune, comment on va pouvoir venir greffer de l'analytique, de la data, de l'IA pour améliorer un process X. Donc ça peut être l'approche très consultant. Soit on peut essayer de
d'avoir plutôt une approche. J'allais te dire, l'approche consultant, elle parle. Ouais, mais pas je suis pas sûr que tu l'aies beaucoup convaincu encore, ce type-là, exactement. cette personne-là. Faut plutôt à ce moment-là le prendre par les sentiments. C'est pas les sentiments, c'est essayer de détecter ses pain points. C'est bon, une décision. Là où il a mal aujourd'hui, en général. Du coup, je peux peut-être commencer déjà à faire de la transition avec ce qu'on fait aujourd'hui dans la boîte. C'est souvent le silo qu'on a par exemple dans nos entreprises. Même si on est on fait de l'industrie, on est dans une usine, mais il va y avoir plusieurs sous-départements. Un département plutôt côté prod, qualité, département qualité, etc. Et forcément, comme toute organisation qui grossit, qui est là depuis longtemps, ça crée des silos, ça crée des conflits entre les départements. Donc on a déjà un problème souvent de communication entre les départements, d'alignement, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait en général? On parlait de WhatsApp, on va créer des groupes WhatsApp par exemple, pour mieux communiquer entre les départements, etc. Mais c'est des choses qu'on va essayer d'avoir des façons informelles d'essayer. Est-ce que mes ouvriers dans l'usine, ils ont WhatsApp par exemple? Parce que les ouvriers dans l'usine, a priori, ils n'ont pas d'ordinateur. Ouais, mais du coup, ils vont avoir justement on est obligé de communiquer, donc on se crée des moyens de communication et qui souvent dans les pays, je ne sais pas si on va trouver ça dans des pays développés, mais au Maroc, oui. Énormément, WhatsApp est un outil de travail de tous les jours. C'est un outil à la fois de tous les jours dans la vie perso que de la vie pro. Et du coup, dès qu'on va avoir de la communication entre plusieurs départements, on va se créer plusieurs groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp pour que la qualité parle avec les achats, parle avec la production ou autre. Tout simplement parce que on est sur un environnement, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas il n'y a pas cette culture mail pour de la communication. Donc on va trouver d'autres moyens de communiquer. Et en général, aujourd'hui, WhatsApp est plus efficace que les gros usines, que les gros tableaux blancs qu'on a à l'entrée de l'usine, etc. Donc c'est un moyen. Si par exemple, je sais pas, on reprend l'usine de confection et une grosse commande qui arrive et je veux demander ou proposer à mes ouvriers, je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, mais de faire des heures sup les jours qui viennent pour pouvoir honorer cette commande. Je sais pas qui, mais le ou la manager ou la directrice, il va envoyer un WhatsApp. Les plannings souvent de la semaine sont souvent envoyés par WhatsApp. Ok. Voici votre planning la semaine prochaine, surtout quand on va être sur des métiers où c'est des shifts qui changent semaine par semaine. Je pense à l'hôtellerie par exemple. Ils envoient souvent, ils ont un groupe WhatsApp par département, ils disent voici le planning de la semaine prochaine. Ok, dingue. Enfin dingue non, c'est pas dingue, mais c'est une application concrète. Et alors du coup WhatsApp top, mais c'est pas encore de l'intelligence artificielle. Exactement. Donc comment est-ce que en fait aujourd'hui on peut avoir de l'IA? C'est le moment où tu peux commencer à faire ta promo là. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'IA qui va jouer ce rôle de orchestrateur, de coordinateur entre ces différents départements. Donc typiquement, les groupes WhatsApp c'est bien, mais l'inconvénient c'est que c'est informel, c'est que si on veut remonter dans un historique c'est compliqué, donc si j'ai pas vu mon téléphone, j'ai pas vu ce message-là, je l'avais raté, etc. Donc on peut imaginer là par exemple de l'IA qui va capter les différents messages qui viennent des différentes personnes et c'est elle qui va jouer ce rôle de comprendre quel est ce message-là, à qui il est destiné et l'envoyer à la bonne personne. Et derrière, jouer ce rôle de... souvent dans ce genre d'industrie, tu as souvent des coordinateurs. Jouer ce rôle de coordinateur et dire telle personne tu vas faire tel shift, telle personne attention la production d'hier elle était plus basse que les autres personnes, donc va jouer cette personne analytique qui est en général derrière un bureau. Des fois d'ailleurs ils prennent des stagiaires pour faire ce genre de travail, des gens qui font du génie industriel ou autre. On va pouvoir définir des règles et laisser l'IA jouer ce rôle-là H24, sans erreur, sans fatigue, etc. Et j'essaie de me le représenter, ça veut dire que, donc je reprends encore cet exemple, je suis ouvrier en confection textile dans une usine dans le Casa. Et je peux pas venir travailler demain, pour telle ou telle raison. Jusqu'ici, j'aurais envoyé à mon responsable ou ce genre de choses. Là, si je te suis, ça veut dire que je vais plus me poser la question à qui je le dis,
mais je vais l'envoyer à IA, sur WhatsApp, par Confession, exemple. Exactement. Casablanca, machin. Et lui va s'occuper de... de suivre la procédure d'un arrêt maladie, de me demander par exemple directement joindre la photo du certificat médical ou autre, d'informer mon supérieur hiérarchique, d'informer ma RH, de me chercher quelqu'un qui me remplace. Potentiellement, exactement, tu vois. Donc toute cette... Donc le coordinateur, une grosse partie de son boulot qui est automatisé. change de rôle, tout simplement. Donc souvent on va avoir plusieurs coordinateurs dans ce cas-là. On va avoir un coordinateur RH, on va avoir un coordinateur staff qui va justement gérer les chiffres des gens, etc. Et des fois il y a des problèmes, ils se parlent pas. Il y a telle personne qui n'était pas là, le RH. Parce que je veux dire, le problème souvent il vient de quand eux parlent mal, enfin se coordinent pas. Mais voilà, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que c'est ils avaient tout simplement pas les outils pour est-ce que il y a des guéguerres internes des fois en département? Non, fallait pas qu'il le sache, laisse-le faire sa faute, laisse-le nanani. Ça dépend de la culture qu'on a au sein de la boîte. Dans beaucoup de boîtes, on n'a pas forcément cette culture de transparence et cette culture de travail d'équipe, surtout quand on va sortir de sa propre petite équipe. Et c'est là où mettre de l'IA pour un peu huiler toutes ces personnes-là peut avoir un impact. Et donc là, potentiellement, cette CEO d'usine de confection, il peut être sensible à ça, quoi. Exactement. Il se dit... Je pense que c'est un genre, si je fais le persona, c'est souvent des gens qui sont beaucoup dans l'opérationnel, et qui dit dans l'opérationnel dit de gérer tous les problèmes de l'opérationnel. Donc, forte probabilité que ce soit la chose, soit l'hameçon pour avoir son attention et se dire il y a quelque chose aujourd'hui qui devient plus accessible pour mon style d'entreprise et qui serait intéressant de s'intéresser à voir comment l'appliquer et fluidifier un peu plus le travail qu'on fait en interne. Trop cool. Eh bien écoute, sur ce, je te propose de fermer ce petit chapitre et j'ai envie qu'on parle un peu de toi maintenant et puis on fera le lien évidemment, on s'en doute un peu mais on va arrêter de teaser. L'aspect par lequel j'aime bien le prendre, moi, Badr, c'est est-ce que tu peux nous raconter quel est ton chemin? Donc tu vas nous en dire plus dans 10 secondes, mais je l'ai dit en entrée, tu es entrepreneur ici à Casablanca. Quel a été ton parcours de vie? Est-ce que tu as toujours été à Casablanca? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Et puis, évidemment, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est la grande question. Donc, je suis né à Casablanca en 89. J'ai grandi ici jusqu'à mes 17 ans, mon bac. Ensuite, j'ai fait un petit saut en Europe, en France, à Paris pour ma prépa, à Nancy pour mon école d'ingé. Retour à Paris pour mon début de carrière en conseil. Donc j'ai commencé école études d'ingénierie, mais j'ai commencé directement en conseil en strat, très axé stratégie client. Ça va être du marketing stratégique, la stratégie de vente, stratégie de pricing, l'expérience client et tout. Et quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé dès mon adolescence. D'ailleurs, j'avais beaucoup hésité entre école de commerce et école d'ingé pour ça. L'école d'ingé a été mon choix final parce que je considère que c'était ce qui me permettait toujours de faire les deux, de pas directement s'enfermer sur une carrière plutôt business. Et on va dire j'ai petit à petit développé mon profil sur un profil un peu hybride, business et tech justement. L'avantage d'Accenture, où j'avais commencé ma carrière en conseil, c'est que c'était des sujets certes fonctionnels, mais très tournés digital, ce qu'ils appelaient le new à l'époque, très tourné tech, et qui m'a petit à petit amené quand je suis revenu au Maroc, à intégrer une banque qui disruptait le marché bancaire au Maroc, dans un tout nouveau département qui se créait, qui était là un peu le premier data office dans une entreprise au Maroc à l'époque. Assez pionnier aussi, même ailleurs, parce que même data office en 2017, c'était pas encore forcément la mode partout.
Et où du coup j'avais continué à faire on va dire du conseil, mais moins doigt mouillé, basé sur de la réelle donnée client. Surtout ce qui était intéressant en banque, c'est qu'on a la donnée, il y en a. Tu dis qu'elle disruptait le marché, cette banque, pourquoi ? Elle a disrupté le marché. Pourquoi ? Parce qu'elle avait, donc il y avait une vision que la banque du quotidien ne doit pas être payante, doit être gratuite, même si ce n'est pas une banque digitale. Donc, en France notamment, il y avait les banques digitales qui proposaient déjà la banque gratuite, mais aucune banque classique, entre guillemets traditionnelle, ne proposait zéro frais de tenue de compte, zéro frais de tenue de carte, etc. Et cette banque-là, qui, pour l'anecdote, était dans les années 2010 au bord de la faillite, et pour notamment dans se ressusciter, avait refait une grosse stratégie de refonte IT d'abord, et une fois ils avaient les reins un peu plus solides, ont lancé ce qui était à l'époque assez innovant, une offre de gratuité pour on va dire les segments les moins bancarisés au Maroc. Il faut savoir qu'au Maroc, le taux de bancarisation dans les années 2016-2017, on était plutôt aux alentours de 40-45%. Donc ça fait une grosse partie de la population. 60% de la population n'avait pas de compte en banque. Pas bon, exactement. Et maintenant ? Je pense qu'on aurait plutôt être aux alentours de 65%. Et à titre de comparaison, en France, tu sais à quel... En France, je pense qu'on est dans les 90, un truc comme ça, sachant que tu as même tu as aujourd'hui même... En fait, tu as les gens interdits de banque, entre guillemets, qui ont fait un peu trop de conneries, mais qui aujourd'hui ont des alternatives aussi qui sont disponibles. Donc c'est un des indicateurs. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait aussi motivé à rejoindre cette entreprise à l'époque, c'est vraiment cet impact sur l'inclusion financière de la population. Parce que moi, je me rends pas bien compte, mais peut-être que quand tu vis dans un petit village, c'est différent, mais... Si tu vis dans une ville aujourd'hui, ne pas avoir de banque, je suppose que ça t'interdit l'accès à plein de services, non ? On est dans une société qui est très cash, donc non, tu peux. Ok. Société qui est très cash, société où beaucoup de personnes sont aussi payées, beaucoup d'informels, beaucoup de black, donc on est payé en cash. Du coup, non, ça peut, on peut dire. Après, si je veux construire, on va dire un bien-être, un capital, etc. Oui, ça va être compliqué de le faire sans banque. Si je veux acheter une maison, etc., ça va être de plus en plus difficile à le faire. Mais tu as quand même des gens qui arrivent à le faire encore. Ok. Ça nous sort de nos day-to-day, parce que tu vois, je sais pas si tout le monde vit pareil que moi en France, en Espagne, dans d'autres pays en Europe, mais on a nous l'impression que dans vraiment pas très longtemps, on n'aura plus de cash. Ouais. Moi, j'en ai déjà quasiment plus jamais dans la poche. Alors c'est vrai que ma semaine ici à Casablanca, j'ai dû m'y réhabituer, mais ok. Non, moi, je fais partie de ces gens-là qui rarement un dirham dans la poche. Là, pour la petite anecdote, pour la première fois, j'ai oublié toutes mes cartes bleues physiques parce que je suis très habitué au téléphone. Et je me suis inquiété, mais au final, ça marche exactement pareil. Moi, ma carte bancaire s'était démonétisée à un moment donné, il y a 2-3 ans, et honnêtement, je suis resté 2 ans sans carte bancaire. Ah ouais, donc, parce que justement, tu peux retirer avec le téléphone directement sur le GAB, payer avec, etc. Et le fait que, je ne sais pas si le Maroc et l'Afrique ou si c'est très différent, mais donc au Maroc et il me semble en Afrique, le fait que ce soit une société qui soit beaucoup plus mobile first, finalement, il y a pas mal de trucs qui font que les téléphones fournissent plus de services ici qu'on en a en Europe, non ? Au Maroc, moins le cas. Donc là, effectivement, c'est plus le Kenya, Tanzanie. Donc là où on a eu le mobile money en 2016, et en fait d'un point de vue tech, c'est basé sur du SMS. Donc en fait on a du solde. La technologie, c'était pas la technologie NFC. Au Maroc, on a un taux de pénétration des smartphones qui est plus important. Et on est plutôt parti sur d'ailleurs du mobile payment, des wallets qui sont basés sur des applications, ce qui n'était pas le cas en Afrique. C'est vraiment, on va recevoir un SMS avec votre solde de temps, je vais envoyer à tel autre numéro, etc. Donc c'est pas la même technologie, le même choix technologique qui avait été fait. Au Maroc, ça arrive un peu plus tard. Juste par curiosité, pardon, je te coupe les yeux, mais comme plus je suis curieux, plus je suis un peu libre. Tu disais en 2016-2017, taux de pénétration, taux de bancarisation 40-45%. Tu connais à peu près le taux de pénétration du mobile à la même époque ? Je pense qu'on était déjà à du 70%. Okay.
Donc ça veut dire qu'en tout cas à ce moment-là, beaucoup plus de personnes ont un téléphone mobile qu'un compte bancaire. Oui, clairement. Ok. Oui, clairement. Tout simplement parce que la banque était chère, on n'en voyait pas l'intérêt. Je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais j'ai tendance à penser qu'en France, par exemple, ça doit être plutôt l'inverse. Enfin, ça a dû arriver à peu près au même niveau, mais en France, je pense que monsieur et madame tout le monde ont un compte en banque quand même depuis très longtemps. Par contre, que le mobile, je veux dire dans des zones rurales enfin zones rurales ou pas, mais auprès de populations qui étaient un peu plus réfractaires, a mis un peu plus de temps. J'ai dans ma famille, moi, des gens qui n'ont pas eu de mobile jusqu'à quelques années quand même. Mais... Okay. Non, probablement. Ici, dans le mobile, a assez vite pénétré le marché. Aussi, là, tous les Android pas trop chers, à un moment donné avec les marques chinoises qui ont aussi bien pénétré le marché, qui ont fait que c'était devenu beaucoup plus accessible à une plus large partie de la population, ce qui n'était pas le cas de la banque où tu payais 10 € par mois pour y mettre 100 € par mois. Ouais. Donc ça fait le ratio est un peu cher. Les retraits par exemple au Maroc sont payants si tu retires chez une banque qui n'est pas ta banque. Donc il y a 60 centimes de frais par exemple. Donc tous ces petits frais faisaient que les gens n'étaient pas forcément tentés à ouvrir un compte, à part si donc il y avait des aides de l'État pour pouvoir acheter un appartement dans des résidences sociales. Là du coup on va prendre un prêt bancaire, mais pareil, on va créer un compte que pour le prêt, pas forcément pour rembourser son prêt, mais pas forcément pour sa banque au quotidien. Okay. Et c'est là où cette banque-là du coup avait visé tous les segments les moins bancarisés. Quels sont ces segments-là? C'est les jeunes, moins de 30 ans, et c'est les femmes. Et donc ils ont d'abord commencé par les jeunes, et en fait les jeunes, et ça aussi c'est ce qui m'intéressait, en ayant un compte bancaire, ça ouvrait de nouvelles perspectives pour certains. Ça permettait de faire du dropshipping, ça permettait pour certains freelancers de se faire payer sur PayPal, de récupérer l'argent sur leur compte. Donc il y avait un véritable bouleversement dans leur quotidien grâce au fait qu'ils aient aujourd'hui accès à, pas seulement un compte bancaire, mais il y a aussi une régulation vis-à-vis de la devise qui est assez compliquée au Maroc, mais aujourd'hui avoir des cartes bancaires qui permettaient de payer à l'international, de récupérer de l'argent de manière gratuite. Ce qui était souvent à l'époque, il me fallait une carte bancaire pour le Maroc, une carte bancaire pour l'international, une carte bancaire pour Internet, etc. Donc ça aussi, c'était une nouveauté dans cette banque-là, d'avoir une carte bancaire qui permettait de tout faire dans la même carte. Donc il y avait un impact sociétal hyper fort de ton travail. Non, parce que souvent, on a l'impression que quand tu bosses dans une banque, ton impact sociétal, il est très très limité. Non, là, l'impact sociétal était fort, et tout le rôle d'ailleurs, du coup, dans le département data, c'était comment est-ce qu'on va analyser cette donnée qu'on a pour c'est de la clientèle dont il fallait qu'on accompagne le changement de son comportement. Donc on la pousse à payer par carte, qu'on la pousse à être beaucoup plus digital, à utiliser l'application bancaire pour ses opérations du quotidien, etc. Et puis bien sûr ce qu'on appelle le PNB, donc le chiffre d'affaires par client, petit à petit augmente parce que tu as attiré des clients jeunes, c'est des clients qui normalement vont grandir, ouais. Ils vont évoluer dans leur vie, comment est-ce que leur chiffre d'affaires va évoluer aussi. Donc là, on parlait de segmentation, on parlait de la segmentation basée sur le revenu, sur leur âge, assez descriptive, mais aussi de la segmentation comportementale. Et par exemple, l'anecdote qui était aussi intéressante, c'est qu'en analysant les données clients, ça avait permis à l'époque, donc des choses qui étaient assez, ça c'était en 2018, assez innovantes même à l'international, c'est qu'on avait noué des partenariats avec des marchands. Ça typiquement, si on revient à l'exemple du CEO tout à l'heure, tout ça, il y avait de l'IA derrière. En segmentant les clients, on avait des personas par exemple fast-food. Ouais. Et on était allé voir une très grosse challenger fast-food et lui dire regardez, voici notre segment de jeunes qui sont en théorie vos clients également. Regardez quel est leur chiffre d'affaires chez un de vos concurrents.
Et est-ce que vous ne seriez pas intéressé par nous donner une réduction exclusive s'ils payent avec notre carte chez vous. Et en contrepartie, nous on fera du marketing ciblé pour vous à destination de ce segment-là. Voilà, il y avait un peu, quand je disais tout à l'heure en off, cette façon de un peu jouer avec la data et de avoir l'impression forcément de tous les jours, pas qu'un travail, mais c'était vraiment passionnant en termes de tests, de test and learn qu'on faisait vraiment au quotidien. Et donc, avec par exemple ce marchand-là, on avait triplé leur chiffre d'affaires sur notre segment en moins de 2 mois. Et la joie de bosser avec de la data, c'est que concrètement, tu le touches. Tu touches ton impact, tu le vois sur tes tableaux de bord. Et c'est incroyable parce que tout ce que tu racontes, c'est drôle, mais on pourrait se dire data banque. Je sais pas, mais souvent on a l'impression au contraire que tu es loin de la vie concrète. Et en fait, toi, tu es en train d'expliquer. Alors, je sais pas si c'est cette ville ou ce pays ou cette banque qui font ça, mais que c'est l'inverse. Enfin, on se dit, t'as peut-être pas changé le Maroc à toi tout seul, mais vraiment, on sent que ce que tu as fait, ça participe à la mutation d'une société, quoi. C'était un peu d'ailleurs la vision qu'on se donnait avec cette équipe-là, qui était plutôt, dans les premières années, une équipe plutôt orientée lab. C'était tout l'objectif, et d'ailleurs on se creusait souvent la tête sur quelle mission on nous donnait. C'était un peu le début pour moi de l'intrapreneuriat. C'est de l'intrapreneuriat qui va m'amener à l'entrepreneuriat. Mais dans ce département au sein de la banque est centenaire, faut savoir, elle a 100 ans, donc même si on faisait de l'innovation, on était quand même de l'innovation au sein de... Ouais. Même si c'est une banque qui s'est transformée, ça restait quand même un mastodonte d'un point de vue culturel. Ouais. Donc on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain. Et du coup, nous, dans cet écosystème-là, quelle mission on se donne, quels moyens on se donne, quel profil on recrute, comment est-ce que... on était souvent un peu des fois aperçus comme des ovnis. On a entendu souvent, c'est des gamins qui jouent dans leur côté. Donc, parce que déjà, effectivement, en banque, on a souvent pas cette culture de c'est un métier où on s'éclate. Ouais. Et du coup, quand les gens nous voyaient de l'extérieur nous éclater en guillemets, c'était perçu comme un truc bizarre. Tu veux me rappeler le nom de cette banque ? CIH Bank. Okay. Donc, CIH, c'est pour Crédit Immobilier Hôtelier, parce qu'ils avaient commencé au début, c'était une banque qui était spécialisée dans l'immobilier, dans l'hôtellerie au Maroc. D'accord. Et qui après s'est progressivement transformée en une banque universelle qui adresse du B2C et du B2B. Et donc c'est du CIH de CIH que tu as sauté vers l'entrepreneuriat ? C'est du CIH que j'ai sauté vers l'entrepreneuriat. Donc là, il y a eu... c'est pendant... alors moi on va dire j'ai eu 2 phases, j'ai eu 2 cycles au CIH. D'un point de vue pro, j'ai bien parlé de cycle de 3 ans. Donc j'ai eu un premier cycle de 3 ans purement data et un deuxième cycle où plus stratégie également. Donc j'avais été mandaté pour créer le département stratégie de cette banque-là. Donc la banque a explosé en termes de taille. Et elle est passée, donc moi j'y étais pendant 6 ans, elle a multiplié par 5 son portefeuille client. Passer de 600 000 à 2,5 millions. Encore grâce à toi ? Non, pas du tout grâce à moi. Non, grâce vraiment à la gratuité, cette stratégie qui était mise en place, et notamment par la banque gratuite qui est un des leviers, mais pas seulement. Donc, les équipes marketing faisaient aussi un très bon boulot, les équipes IT, etc. Mais le challenge du coup derrière, c'était comment transformer le modèle opérationnel de la banque. Parce que du coup, quand tu grossis aussi vite avec des gens qui ne t'apportent pas de l'argent tout de suite, ça veut dire qu'il faut changer la façon dont on les sert pour qu'on soit plus cost efficient. Donc devenir pas une banque low cost, parce que c'était pas l'objectif, mais avoir quand même des principes d'une banque low cost. Donc pousser les gens au maximum vers le digital, en agence être le plus ciblé possible pour optimiser les efforts des conseillers. Et tout le challenge là, c'était de transformer ce modèle opérationnel. Donc c'est là où personnellement je suis monté en compétence sur cette gestion. On bossait directement avec le président de la banque et le COMEX.
mais comment construire une vision, comment se prioriser les capacités qu'on va développer, comment définir l'orga, etc. Et qui petit à petit moi m'amenait vers, moi je considérais que c'était de l'entrepreneuriat, c'était vraiment préparer mon saut vers l'entrepreneuriat. J'avais juste pas encore eu l'idée où je me sentais suffisamment confiant pour me dire allez je me lance dans ça. Et donc quand tu l'as eu alors qu'est-ce que ça a été cette idée ? L'idée donc je l'ai eu on va dire que je l'ai eu progressivement. Donc, l'idée, je sais pas si c'était ça m'est tombé comme ça dans l'esprit, mais presque. En ayant deux expériences personnelles de voyage dans des hôtels. C'était la première, c'était post-déconfinement. Voilà. Je pense que beaucoup de personnes à cette époque-là étaient avaient envie de voyager. Voilà, moi le plus, je pense assez proche du burn-out, aussi côté pro, parce que du coup gérer la transformation du modèle opérationnel de cette banque, ça c'était assez prenant. Et du coup avec ma femme, on se dit on n'a pas voyagé pendant 1 an, du coup on va se faire plaisir, on a mis le budget dans un hôtel de luxe. Première fois de ma vie où je vais dans un très grand hôtel de luxe où on a un majordome dédié, un majordome humain dédié donc là pour les petits soins. Et au fait avec ce majordome là, il nous donne sa carte et on discutait sur WhatsApp. N'importe quel besoin, je veux réserver le restaurant ce soir, j'ai besoin de vélo pour me balader en propriétaire, j'ai besoin d'un câble HDMI pour projeter mon ordi sur la télé, etc. Donc là, rien à dire, très bonne expérience. Une carte SD pour vous brancher la 3e caméra qui marche pas. Par exemple, formater la carte SD. Donc ça, c'était la très bonne expérience. Quelques mois plus tard, changement de décor. On n'a plus les économies de pas de voyage, on repart donc ça c'était à Marrakech, et toujours à Marrakech dans un autre hôtel, plutôt cette fois-ci un hôtel de masse, plutôt prix dans les 90-100 € par nuit, mais dans un très grand hôtel qui fait, je pense qu'il doit faire quasiment 10 hectares. Et dans ce terrain-là, dans cet hôtel-là, il y avait des terrains de tennis. Moi, je joue un peu au tennis, je me suis dit, demain je vais jouer au tennis. J'appelle la réception, ils ne répondent pas. Du coup, je me déplace à la réception. Comme je disais, comme c'est très grand, ça prend 5 minutes de se déplacer d'un point A à un point B. J'arrive à la réception, je fais jouer au tennis. Bien sûr, monsieur, pas de souci. Allez, déplacez-vous au niveau des terrains, vous avez trouvé le coach. Et vous aurez qu'à définir un rendez-vous avec lui. Je suis ok, très bien, je vais au terrain de tennis, je trouve le coach, il est là. Bonjour, je joue au tennis, ouais, bien sûr. Allez à la réception, monsieur. Il faut payer 20 €. Ils vont vous donner un reçu, ramenez-le moi et on pourra. J'étais à la réception, ils m'ont pas dit ça. Vous savez, moi c'est ça le process, je dois suivre le process, je ne peux pas faire autrement. Avec Covid, il y avait un gros turnover, les gens changeaient, peut-être que les nouveaux ne connaissent pas le process, mais moi je ne peux pas faire autrement que ça. Okay. Je reviens à la réception, je leur dis voilà ce que m'a dit le gars. Tu avais déjà fait ton sport là. Exactement. Voilà ce que m'a dit le gars. Il dit ah bon, je ne sais pas, vous savez quoi, allez à côté de la piscine et cherchez un gars qui s'appelle Amine ou Driss. Lui il va vous donner le fameux reçu. Je veux juste jouer au tennis. Je me dis c'est dommage, il n'y a pas un majordome virtuel. Enfin un majordome du coup à ce moment-là, je lui ai écrit je veux jouer au tennis, ouais très bien à quelle heure, voilà, c'est bon, c'est booké, vous paierez au check-out. Je me dis c'est pas le même budget, c'est pas un hôtel qui peut se permettre d'avoir des majordomes dédiés pour les guests. Du coup ce majordome-là doit être virtuel, doit être basé sur de l'IA. Sauf que même si du coup je parle à une IA, que je fais une demande, cette demande-là nécessite une intervention humaine. Donc en plus du majordome virtuel, il va falloir une sorte de task management system où du coup chaque équipe, en fonction de son rôle, va recevoir les tâches qui lui sont appropriées et va pouvoir les traiter, et si jamais elles ne sont pas traitées dans les temps, que le manager puisse superviser et tout. Donc c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de Hostify, qui est donc une start-up qui a commencé dans l'hôtellerie, dans la travel tech, pour justement améliorer l'expérience client et améliorer la coordination, on va dire la communication entre le client et le staff. Donc l'idée c'est un majordome virtuel qui répond à ma question et qui va, si j'ai un besoin qui nécessite une intervention humaine, le catégoriser et l'envoyer à la bonne équipe. Ok. Et alors, tu vois, pour faire un lien direct, moi j'ai essayé
entre guillemets, de pitcher ta boîte avant-hier à quelqu'un avec qui je dînais qui était dans un secteur où, bref, il avait des appartements Airbnb à gérer. J'étais un peu limité dans l'explication. Est-ce que tu veux pas m'aider un peu, comme ça je lui dirais qu'il écoute le podcast? Oui, bien sûr. Est-ce que ça s'applique aussi à ça? Ou c'est juste très très gros hôtels comme ce que tu viens de nous décrire? Ça s'applique aussi à ça. En fait, on a commencé sur l'hôtellerie. Au début, on a commencé avec... on a fait le choix la première année de commercialiser dans différents types d'hôtels. Des petits, des grands. Le plus petit qu'on avait, je crois qu'au début, il faisait 22 chambres. Aujourd'hui, le plus petit qu'on a, je pense qu'il fait 9 chambres. Et ça va aller jusqu'à le plus grand qu'on a doit faire quasiment 600 chambres. Mais 9 chambres, c'est assez facile à gérer, non? Même une personne seule à la réception, elle se débrouille toute seule. Pourquoi? C'est quoi la valeur ajoutée de ce genre d'outil dans ce cas de figure-là? Instantané, parler la langue du client. Et consistance. C'est-à-dire que l'humain, des fois il est fatigué, des fois il n'a pas envie, des fois il va oublier des choses. Là, l'IA... Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, le client est dans sa chambre, il parle, je sais pas moi, il est chinois, et du coup il fait un vocal à son WhatsApp en disant je veux un club sandwich poulet. Il rend exactement comme on a en service. Pour l'instant c'est que du texte, donc il voit le menu, il peut poser des questions, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ci. Ok, je veux commander un sandwich poulet. Et l'IA, un de ses rôles, c'est du coup donc là, elle va catégoriser, c'est une demande home service. Si on est dans un hôtel où il y a plusieurs départements, il va l'envoyer au bon département qui va s'occuper de ça. Donc à la cuisine. Exactement, F&B. Et en plus, va traduire la demande du client. Il va dire, ok, du coup, j'ai un staff qui parle arabe, français ou autre, elle va lui envoyer dans sa langue. Le staff accuse réception, l'IA aussi, du coup, va accuser réception au client. Dans sa langue, dans la langue du client, directement, de manière automatisée, etc. Donc même un hôtel ou un riad ou une maison d'hôte tout petite peut avoir ce besoin-là où du coup elle s'assure que même à 2h du matin elle est capable de répondre, etc. Après derrière, tout simplement, ils peuvent dans l'IA, dans leur base de connaissances, entre guillemets, dire qu'à 2h du matin, notre service ne pourra pas vous livrer un home service, etc. De définir quels sont les horaires d'ouverture ou horaires pour lesquels certains services sont possibles. Donc finalement, chez vous et c'est souvent ce qui fait les applications les plus révolutionnaires, mais c'est pas une révolution technologique de dingue, j'allais dire. Par contre, le génie de ce truc-là, tel que je le perçois, tu vas me dire si je me trompe ou pas, c'est d'avoir mis tout dans WhatsApp, où tu sais qu'a priori WhatsApp est dans la poche de énormément de monde, peut-être pas 100% de la population qui a un smartphone, mais on doit pas en être très très loin. Et puis en fait, elle vient faciliter des tâches qui seraient pas du tout impossibles. Mais il va y avoir beaucoup de friture sur la ligne, que ce soit la langue, je suis fatigué, la réceptionniste qui a oublié de passer la commande à la cuisine. Ok. Exactement. En fait, c'est vrai que moi, ça nous arrive tout le temps dans les hôtels, j'ai demandé, je sais pas moi, un fer à repasser, et puis ils m'ont dit oui à la réception, mais je le reçois jamais le fer à repasser. Du coup, je rappelle, je m'énerve. Faisons. Donc ça, on a la vision client. Faisons la vision staff. Donc la réception reçoit votre appel. Ok monsieur, donc elle vous a répondu, elle a pris note. Typiquement, qu'est-ce qui se passe? Souvent, elle va le noter dans un post-it. Elle va poser son post-it devant elle. Ensuite, elle va prendre son téléphone, appeler la gouvernante. Est-ce que la gouvernante répond ou ne répond pas? Imaginons, elle n'a pas répondu. Donc là, son message n'est pas passé. Entre-temps, il y a une famille qui est arrivée pour faire son check-in. Elle a commencé à faire le check-in avec la famille. 10 minutes sont passées. Avec un peu de chance, le téléphone a ressonné 4 fois. Exactement. Et donc, typiquement, votre demande, c'est dépriorisée tout seul. Et comment vouloir au staff? C'est pas de sa faute. Non. C'est juste que, voilà, comment est-ce que... Donc, d'ailleurs, nous, petit à petit, comment la boîte a évolué, c'est que on adresse l'expérience du client et l'expérience du staff. En fait, on est aujourd'hui en train de se positionner comme on est un peu, on veut être la plateforme, l'entreprise qui vous permet d'engager vos clients et vos staffs et demain vos fournisseurs, vos partenaires, tous ensemble. Et de déconnecter, de casser les silos qu'il y a entre ces différents stakeholders, si on veut. Et du coup, il faut penser aussi de l'expérience du staff. Et c'est là où le staff, plutôt que vous fassiez la demande au staff qui lui ensuite va la rediriger à l'autre personne, que vous fassiez directement votre demande à une IA qui
elle va se charger de l'envoyer à la bonne équipe. Et si jamais cette équipe-là ne la fait pas, il y a un système d'escalade, etc., qui s'assure que l'expérience du staff est optimale et l'expérience du client est optimale. Ok, trop bien. Et vous en êtes où aujourd'hui? J'ai envie de te demander quelle taille d'entreprise, combien de clients, où est-ce qu'ils sont? Ça, donc je disais, l'idée, on l'a eu début 2021, fin 2021, le temps de... J'ai quitté, alors moi, on s'est officiellement... J'ai annoncé ma démission de septembre 2022. Je crois que j'ai eu le plus long préavis du monde. J'ai mis 8 mois à quitter mon ancien poste, parce que un peu compliqué de partir du jour au lendemain. Et aussi parce que je voulais pas, j'étais quand même redevant et je ne voulais pas partir assez rapidement. Je voulais m'assurer que les choses allaient continuer. Donc on a déployé notre premier pilote en avril 2023. Avril 2023, on déploie, donc c'était un pilote payant, je suis un premier client qui avait accepté d'être notre partenaire, qui avait un peu co-construit la solution avec nous d'un point de vue fonctionnel. Surtout qu'à l'époque on n'avait pas d'expert hospitalité au sein de l'équipe. Mais sauf que avril 2023, qu'est-ce qui s'était passé? ChatGPT. Non, à part c'est 2020, avril 2020. Oui, on était sortis. C'est ChatGPT qui était sorti en mars 2023. Oui. Et donc ça a changé les attentes des clients. Donc nous à l'époque on était sur on va dire du chatbot plutôt plus traditionnel qu'aujourd'hui, on va dire, plus un chatbot qu'un agent. Et donc forcément, le monsieur, qui du coup en termes de connaissances était très limité, c'était plus des flows qui étaient déjà imaginés, déjà construits. Du coup, le client me dit c'est très bien, ok, je vous donne le go pour lancer, mais je pose une question à ChatGPT sur mon hôtel, regardez, ChatGPT sait me répondre. Du coup, vous avez une question, forcément, un bot qu'on allait mettre en production chez lui, non. Le cauchemar de tous les startups. Exactement. Donc là, on est enfin, après un an de développement, quasiment un an de développement d'un MVP, on est prêt à se lancer en prod et d'avoir les premiers trucs. Et ChatGPT est sorti sans qu'on s'y attende. Et du coup, de MVP est parti à la poubelle après ce client-là, d'ailleurs. Parce que c'était plus... on pouvait plus le montrer à d'autres clients maintenant que les attentes en changeaient. Mais en parallèle, du coup, à ce moment-là, on a développé ce qui est aujourd'hui on a commencé à développer ce qui est aujourd'hui nos produits officiels. Et c'est comme ça, et pour ça, donc, si je comprends bien, que vous avez été sur WhatsApp. Et non, on était sur WhatsApp dès le départ. D'accord. On était sur WhatsApp dès le départ. On a notre agent est construit à part. Le WhatsApp n'est qu'un canal, même si aujourd'hui notre marketing est très axé WhatsApp. Mais après, on peut être sur le site web, on peut être sur Telegram, Instagram et d'autres canaux. Mais WhatsApp, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est arrivé aussi après, c'est aussi côté staff. Parce que quand on avait déployé cet hôtel pilote, après on était en discussion avec un second hôtel. Où là, j'avais adoré la directrice d'hôtel qui m'a dit j'adore votre solution, mais je peux pas la déployer dans mon hôtel. Pourquoi? Parce que je sais que mon staff, il va recevoir des demandes, il va jamais les traiter. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça d'abord que pour mon staff. Donc qu'on utilise votre majordome virtuel, mais pour mon staff, pour qu'ils se revendent des tâches entre eux. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée, effectivement, il avait pas pensé au début. Donc elle nous a montré ses groupes WhatsApp, etc. Et on a construit avec elle ce qu'on appelle le staff assistant. C'est donc un majordome virtuel, mais pour le staff, qui permet, je suis une femme de ménage, je suis en train de préparer une chambre, et je me rends compte que il y a une petite fuite d'eau dans la salle de bain, il y a une lampe qui ne marche pas, mais avec mon WhatsApp, je la prends en photo, je une petite description, et là pareil, l'IA va catégoriser, identifier quel est le problème, où il se trouve, et l'envoyer à la bonne équipe, avec les bonnes SLA, etc. Et de cette façon-là, les managers peuvent voir dans une même plateforme les tâches, qu'elles viennent du client, qu'elles viennent du staff ensemble. Donc le premier petit go-to-market, c'était janvier 2024. Donc c'est là où on a finalisé le développement du coup de la nouvelle solution MVP 2, mais qui était, là on avait construit de manière beaucoup plus développée que le premier MVP. Et on a décidé qu'on ne cherchait pas la forte croissance. On a fait une première année
On s'est arrêté à une vingtaine de clients de plusieurs horizons, donc des petits, des grands, de façon à avoir le maximum d'insight interne. Tout ça en bootstrapping aussi, on était encore en bootstrapping. Notre objectif, c'était de comprendre le terrain au maximum. On voyait que notre solution n'était pas faite pour tous les business, dans le sens où s'il n'y a pas une culture, s'il n'y a pas une réelle volonté du management de se digitaliser, qui se disent digitaliser, il y a aussi un petit changement culturel, un petit changement de la façon d'opérer, un peu comme petit gros. Donc s'il n'y a pas cet appui-là, parce qu'on l'a vu, on a eu quelques hôtels clients où en fait ça faisait l'effet inverse, parce que du coup s'il n'y a pas cet appui managérial, tu ouvres un nouveau canal de communication client, les clients font des demandes, mais derrière elles ne sont pas traitées. Donc au lieu d'améliorer l'expérience client qui était l'objectif premier, on se retrouve dans l'effet inverse. Donc il y avait ça comme voilà, donc il y avait un peu ça pour nous, donc comment craquer d'avoir cet accompagnement de change management avec les entreprises où on déploie nos solutions. En parallèle aussi en 2024, on s'est rendu compte que quand on pitchait les gens, qu'il n'y avait pas que les hôtels qui étaient intéressés. Donc il y avait effectivement les property managers, les Airbnb, si on reste dans l'hospitalité de manière classique, mais aussi du facility management. On a même eu une des très grosses entreprises au Maroc qui était intéressée pour la partie interne, pour ses employés, pour l'expérience employée. Un employé, demain j'ai une réunion, je veux réserver un pause café pour ma réunion. J'ai quelqu'un qui va arriver demain, je veux informer la réception, le contrôle d'une arrivée. Alors tout ça qu'ils faisaient en général par email, pas forcément. Plutôt que d'aller investir sur une grosse solution pour digitaliser ce petit process, utiliser le moyen de communication. Ton clé, c'est ton majordome. C'est majordome pour toute personne que tu vas hoster, que ce soit un client dans un hôtel, un client dans un Airbnb, un employé dans une entreprise, d'accord, je comprends. Cool. Un résident pour un syndic, etc. Top. Et donc tu me disais, là... Et donc aujourd'hui, le deuxième go-to-market qui pour moi, on est en plein dedans, où du coup on sort enfin nos solutions, ce que l'on appelle en full SaaS, dans le sens où ça pourra d'ailleurs faire la transition pour les difficultés d'entreprendre au Maroc, pour que n'importe quel business, surtout les petits et moyennes tailles, mettent leur carte bancaire, configurent en self-service et puissent utiliser nos solutions de manière indépendante. Génial. Je regarde un peu le temps. Je voudrais encore poser 2 questions. Faut qu'on aille un peu vite, sinon on va exploser les compteurs, mais on va essayer d'être rapide. J'avais très envie, moi, j'ai trouvé pendant cette semaine ici à Casablanca qu'il y avait beaucoup d'énergie. J'ai vu plein de choses et du coup, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est assez dynamique, mais je ne sais pas si j'ai vu qu'un petit bout de la lorgnette ou pas. Comment se porte la tech et comment se porte l'entrepreneuriat au Maroc et à Casablanca? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile, plus dynamique, moins dynamique? Les deux, les 4. Plus facile, je ne sais pas si je dirais plus facile, mais on est clairement dans un pays aujourd'hui qui construit beaucoup de choses. Beaucoup de choses se construisent aussi quasiment from scratch. Donc forcément, quand on a un peu un mindset entrepreneur, on voit beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est l'avantage. Je pense que tu le vois quand tu voyages dans Casa, mais plus dans plusieurs. Il y a tellement de grues, il y a plein de chantiers, etc. Donc le pays est en chantier. Donc qui dit pays en chantier dit possibilité de lancer des choses. Donc ça, d'un côté, on peut peut-être dire que c'est plus facile qu'en Europe, où peut-être le marché est un peu plus saturé. Déjà, pourrait peut-être encore être beaucoup plus innovant, alors qu'ici, à la limite, on pourrait peut-être copier-coller une idée qu'il n'y a pas encore ici, et bien l'exécuter, et ça pourrait marcher. Après, plus compliqué, parce que c'est aussi un marché plus petit. Donc, d'un point de vue sales, d'un point de vue écosystème, c'est plus dur de trouver les bons partenaires, de trouver les bons early adopters. Donc, quand on est surtout dans une start-up tech, on fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose de nouveau. Il faut trouver les premiers bons clients qui vont accepter, de payer une solution qui n'est pas encore parfaite.
Donc, Toi, je vais te demander, vous vous adressez principalement le marché marocain ou est-ce que vous regardez... Non. le 2024, c'était le marché pilote, on va dire. Plus facile, justement comme on avait cet objectif-là d'avoir le maximum d'inside terrain, Oui. on a adressé le marché marocain en priorité. Mais là, on attaque le marché international cette année. Et d'ailleurs, ça rentre aussi sur un plus difficile. On voulait l'adresser en full SaaS, qui dit paiement par carte. Je viens d'un banque. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est quasi impossible au Maroc, de se faire payer par carte par une entreprise ailleurs, en souscription. D'accord. Se payer par carte, ça c'est possible, mais on n'a pas les Stripe, etc. Pour avoir Stripe au Maroc, c'est impossible avec le banque marocaine. Donc là, typiquement, il faut créer sa boîte à l'international, Delaware, Dubaï, Pays-Bas ou autres, pour justement pouvoir accéder à ce genre de ces moyens financiers et pouvoir attaquer l'international. Là, on rentre sur la partie un peu plus difficile. La troisième aussi, ça peut être la levée de fonds, même si ça c'est, on n'est plus sur la levée de fonds 2020-2021 en Europe non plus, mais je pense que c'est quand même plus facile ailleurs qu'ici, parce qu'on est sur un pays, même en Afrique, je pense qu'on est 5e en termes de levée, donc on n'est pas sur des gros montants. Et on est plutôt... Moins de capitaux qui circulent. Oui et non. J'ai parlé avec quelques fonds, donc beaucoup de capitaux ont été débloqués, mais je parlais à des fonds qui me disaient reviens nous voir quand tu feras X millions d'ARR. Je veux dire, peut-être que si j'arrive à ce X millions d'ARR, peut-être que moi, comme je suis beaucoup dans une optique à essayer de bootstrapper au maximum, je n'aurai pas besoin de vous. Oui, il y a des fonds, mais plutôt sur du Serie A ou sur du seed, sur du pre-seed plus compliqué. Sur du pre-seed, il y a des choses qui se sont aussi mises en place, mais où je trouve qu'après la mentalité n'est pas une... il y a eu quelques fonds qui se sont positionnés pour incuber des startups qui se lancent. Mais l'état d'esprit n'est pas un état d'esprit pre-seed, dans le sens que quasiment je te donne l'argent et on se voit très rarement, mais on est là pour t'appuyer, mais pas pour te mettre X comités, X contraintes, etc. où tu te sens, surtout on gère un entrepreneur qui s'il vient du salariat, il n'a pas quitté le salariat pour se retrouver dans un salariat déguisé. Et donc avoir des gens qui vont comprendre ça, il n'y en a pas des masses. Pareil, parce que le marché est plus petit, donc forcément moins de monde. Je dirais que la société marocaine est peut-être plus pragmatique que ce qu'on a l'habitude, à la fois dans tous les sens du terme. C'est plus, ouais. Faut que les choses soient très concrètes, non ? Exact. Donc ça fait aussi partie même en termes d'investissement, on va vouloir un investissement... l'investissement peut être pragmatique et tu es sur quelque chose qui est plus à moyen long terme. Mais du coup, quand tu vas parler à quelqu'un d'une vision sur 3-4 ans et que du coup, il y a un risque plus élevé sur le début, etc. Soit ça va être des personnes qui vont vouloir énormément de parts. C'est là où c'est plus compliqué, alors que pour avoir aussi pitché en Europe, on peut débloquer beaucoup plus facilement. Okay. Aux États-Unis encore pire. Ouais, clairement. Ok, d'accord. Donc si on résume, c'est un endroit où il y a énormément d'opportunités parce que c'est ce qu'on sent, c'est l'énergie. L'énergie, moi je l'ai ressenti comme ça. Mais en même temps, peut-être qu'il y a certains points, notamment les points de levée, certains points de pratique où tu pars d'un peu plus loin que si tu étais installé en France, en Espagne, aux États-Unis ou ailleurs. Ok. Super intéressant. Dernière question, c'est la question traditionnelle de ce podcast, de Tech Generation. On aime bien parler d'impact aussi. Alors l'impact, moi, comment je le définis, j'ai toujours cette petite définition au début. On considère, nous, chez The Tech Nation, que chaque humain ou chaque société, finalement, a le rôle d'avoir au moins un impact, à mon sens, au moins neutre. Et je trouve que l'impact, c'est avoir un impact social, sociétal ou environnemental. La vision que j'aime adopter, c'est de se dire que tu peux pas être bon partout. Si t'es très mauvais partout, c'est vraiment pas bien. Si t'es très mauvais sur l'environnemental, que tu t'en fous du social et que tu t'en fous du sociétal, ça peut être ton choix, mais a priori ton impact est plutôt négatif. Tu fais un petit effort partout, t'arrives à avoir un impact à peu près neutre. C'est déjà pas mal.
Et puis il y a des gens aussi qui sont très forts sur l'un ou plutôt pas mal sur plusieurs et qui du coup arrivent à avoir un impact positif. Du coup, cette question, c'est comment est-ce que tu t'efforces d'avoir un impact positif sur ton écosystème? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Et moi, du coup, je me mets dans cette perspective marocaine. Tu en as beaucoup parlé avec des choses dont on a peut-être un peu moins l'habitude, nous. Il y a une société qui est en pleine mutation. Oui. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, même quand j'ai quitté le Maroc à mes 17 ans, pour moi, c'était évident que dès que je reviendrais à ZAP, pour cet impact social et sociétal, je dirais. Puisque je pense c'est pas qu'on n'est pas sensible à l'environnemental ici, mais on est moins la cause de nos problèmes environnementaux, donc on se sent des fois peut-être un peu moins... on le priorise moins par rapport aux deux autres, où on a plus des problèmes sociaux et sociétaux peut-être ici. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis peut-être 6-7 ans. Je le voyais pas comme ça à l'époque, mais c'est l'expérience du citoyen. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs moi je le vois aujourd'hui, j'adorais avoir un impact sur notre vie de tous les jours. Imaginons, si on voit sur le parallèle un WhatsApp où je vois le même problème dans la rue, je peux remonter cette information-là pour qu'elle soit très rapidement traitée. Donc ça c'est un impact que j'espère avoir avec Hostify. Mais aussi le second, c'est de pouvoir, avec une entreprise, créer le maximum d'opportunités pour le maximum de personnes. Et là, dans cette idée, il y a notamment, si je reste sur la partie initiale de Hostify et le tourisme, ce qui était un peu mon leitmotiv également. On est un pays qui se développe énormément dans le secteur touristique, qui va accueillir la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Et c'est des opportunités qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'elles profitent au maximum. Pas que aux gros institutionnels, pas qu'aux grosses chaînes hôtelières, etc. Et donc là, l'idée derrière, c'est par exemple comment faire en sorte de créer des petites marketplaces autour de chaque grand acteur. Imagine, tu viens tu m'as dit que tu n'étais pas très foot, mais la France arrive en finale contre le Maroc. Je viens quand même. Ou l'Espagne. T'es au sein d'un hôtel, une grosse chaîne. Mais de cet hôtel-là, en général, tu peux accéder à plusieurs acteurs qui gravitent autour. Donc, ça peut aller de guides touristiques, de coopératives qui produisent des produits du terroir, etc., etc. Et du coup, comment utiliser ces centres d'intérêt qui ont déjà un gros marketing, qui sont des multinationales en général, etc., pour qu'elles-mêmes deviennent des centres de relais pour toutes ces personnes qui viennent graviter autour. En formalisant ce qui souvent se fait aujourd'hui de manière informelle. Tu as souvent par exemple des concierges qui vont toucher un petit pourboire par-ci par-là pour pouvoir te mettre en avant plus tel ou tel autre. Et là, c'est par rapport à toi, tes besoins, mettre en avant différents autres acteurs qui n'ont pas forcément les moyens, on va réussir à les mettre en avant dans cet hôtel-là via un majordome virtuel ou autre, et te proposer ces gens-là également pour que le partage de richesses sur ces gros événements ne se fasse pas que vers les grosses multinationales, mais aussi vers les petits acteurs. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'espère qu'avec notre entreprise, notre start-up, on pourrait avoir de l'impact sur ça. Bah ouais, parce que si on veut peut-être faire ça pour conclure, mais moi, de tout ce que tu viens de me dire, je me dis, en fait, t'avais le parcours rêvé, grande école d'ingénieur, cabinet de conseil, en strat, ça aurait peut-être été plus simple pour toi de rester à des gros postes ou d'entreprendre en France, ou pas, j'en sais rien, mais en fait on se rend compte dans tout ce que tu dis que le fait que tu sois entrepreneur ici au Maroc, en fait ton impact est là, quoi, et ça te sert à avoir un impact qui est fort, qui est pas négligeable, et en plus on sent qu'il y a une espèce de vague d'impact positif qui se fait globalement avec un impact qui est plutôt économique. Et du coup des entrepreneurs comme toi ils participent très fortement. Et j'espère, effectivement je pense qu'il aurait été beaucoup plus facile d'entreprendre, notre idée elle n'est pas spécifique au Maroc, donc de la faire de France avec l'écosystème de la French Tech est tellement énorme que ça aurait forcément été plus facile, des États-Unis pareil, etc. Mais
Des fois, je me dis que c'est suicidaire de la lancer du Maroc, je me suis déjà dit ça. Mais c'est aussi pour montrer que c'est possible. Ça rentre dans aussi cet impact-là, de cette volonté de... je sais pas, l'objectif n'est pas de créer une licorne et se dire ouh. Non, l'objectif c'est vraiment d'avoir forcément quelque chose par laquelle on peut vivre et être bien, mais en même temps de sentir que tous les jours on a créé d'emplois, qu'on offre des opportunités pour les ingénieurs d'ici. Je prends beaucoup de stagiaires d'une des grandes écoles ici au Maroc. Il y a aussi des subsahariens, pas que des Marocains, donc aussi pareil, on voit que du coup à notre toute petite échelle, mais il y a un petit écosystème africain qui se crée. Donc, personnellement, c'est aussi des choses qui permettent de se réveiller le matin et d'avoir cette motivation tous les matins. Et l'histoire n'en est que plus belle. Ouais. Ouais, je pense que c'est un bon mot de la fin. Écoute, merci beaucoup sur le fil comme ça, d'avoir sacrifié ton après-midi pour ce podcast. Et puis moi, je te l'ai dit, mais c'est une très belle façon pour moi de conclure cette semaine ici. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous qui nous avez écoutés. Je ne sais pas d'où vous nous écouterez. On avait déjà pas mal d'auditeurs du Maroc. C'était déjà, je crois, le 4e pays où on nous écoutait le plus. Donc j'espère que grâce à ton expérience, on va encore avoir un peu plus d'auditeurs au Maroc. Je salue parce que c'était vraiment une belle semaine et j'ai adoré être ici. J'ai promis de revenir souvent et vite. Merci à tous, merci à toi Badr et à très vite. Grand plaisir, à bientôt. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a été coproduit avec Palmbox Agency, notre partenaire. À très vite.